Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Vous l'avez sûrement remarqué, les séries turques sont de plus en plus populaires sur vos plateformes de streaming préférées comme Netflix. Depuis une quinzaine d'années, la Turquie s'est solidement installée sur les écrans du monde entier, jusqu'à devenir le premier exportateur de séries derrière les Américains et les Britanniques. La Turquie a conquis le marché de la telenovela. Amour, trahison, famille et vengeance à la turque font les délices du public. Les producteurs affichent avec fierté leur succès d'audience. Déjà 700 millions de personnes ont vu leur série, de quoi renforcer un soft power turc à travers le monde, un peu comme la K-pop pour la Corée du Sud. Dans cet épisode réalisé par Étienne Kennel, Sur le fil part à Istanbul, à la recherche des secrets de cette réussite, avec Anne Chaon, la directrice du bureau de l'AFP en Turquie. Sur le fil. Pas d'inquiétude, les cris que vous venez d'entendre ne sont que de la fiction. On est dans une ruelle d'Istanbul où notre équipe assiste à un tournage. Une jeune femme déboule en hurlant, menottée dans le dos et agrippée par un policier qui la pousse vers la voiture. Dans le ciel, le drone de l'équipe de tournage de la série policière Dengeler affole les mouettes. Les habitants d'Istanbul sont habitués. Chaque année, une soixantaine de séries sont tournées dans la métropole, très souvent en extérieur. Elles sont distribuées dans 170 pays. Ahmet Zialar, cofondateur de la société de production Intermedia et producteur de la série Dengeler, est ravi. Les séries turques de type telenovela que nous appelons drama turc voyagent dans le monde entier. En particulier en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Europe de l'Est, en Asie centrale et en Asie du Sud-Est. Tous ces pays suivent nos séries dramatiques turques typiques. Une telenovela, en fait, c'est un feuilleton qui raconte des histoires de famille, des amours contrariés, des familles brisées, recomposées. Il y a toujours à un moment ou à un autre un twist où le héros ou l'héroïne découvre qui il est vraiment. Mais alors c'est toi mon frère, mais alors tu es mon père. Et puis des amours qui vont jamais de soi. Et souvent aussi un décalage d'origine sociale entre les principaux protagonistes. Comme me l'a expliqué Anne Chaon, que vous venez d'entendre, la mécanique est bien rodée et ultra efficace. Chaque épisode est écrit et tourné d'une semaine sur l'autre à partir d'une trame générale qui évolue pour s'ajuster à l'audience. Alors, si on parle des séries turques, par exemple, elles peuvent faire par saison 40 à 60 épisodes de 2h, 2h30 et se poursuivre sur 3-4 saisons. Ce qui est le plus intéressant peut-être, hormis le fait qu'elles sont tournées en décor naturel, c'est que c'est des séries que les producteurs scrutent quand elles sont diffusées à la minute près. C'est-à-dire que quand ils voient qu'un personnage fonctionne moins bien qu'un autre, il est dégagé dans les épisodes qui suivent. C'est-à-dire que soit on le fait mourir, soit on lui octroie une bourse et il va étudier à l'étranger, soit il tombe très gravement malade et on n'hésite pas à exfiltrer le personnage, le caractère qui marche moins. Les épisodes peuvent être redécoupés en 3 parties pour tenir compte des contraintes publicitaires et des besoins des plateformes de streaming à l'international, et la recette fonctionne bien. La Chambre de commerce d'Istanbul estime que les exportations des programmes turcs ont rapporté 600 millions de dollars en 2022. Certains analystes cités par le Nouvel Économiste prévoient que leurs ventes se chiffreront bientôt en milliards. Le marché turc veut s'étendre davantage en se calquant sur le modèle occidental. Si on se concentre à faire une série de nouvelle génération, on se concentre beaucoup au Mindhunter, House of Cards, Gomorrah, ce genre de série qui vient de l'Ouest, pas de notre territoire. Sarp Kalfaoğlu, scénariste. C'est une forme de mondialisation. On essaie de nous adapter à la nouvelle époque. Et puis on imite les séries, on essaie de comprendre les séries qui sont populaires à l'Ouest. On ne se concentre pas trop à nos propres films qui sont dans l'histoire du cinéma turc.
L'idée est de s'adapter au public des plateformes de streaming comme Netflix. Et pour ces marchés, les producteurs peuvent faire fi de la censure turque. Le personnage que vous avez entendu au début de l'épisode peut donc se permettre de crier des slogans pro-kurdes, ce qui ne passerait peut-être pas dans le cas d'une diffusion en Turquie. Le contexte est plus audacieux, plus impertinent, plus courageux. Nous avons moins peur de la censure, ce qui nous permet d'aborder tout un tas de sujets. C'est la principale différence entre le drame turc typique et les séries turques de la nouvelle génération. Ce que me disent aussi les producteurs, c'est qu'en s'affranchissant de certains codes, notamment de la nudité, en montrant des séries policières beaucoup plus dures, ils contreviennent totalement à l'idée que le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan voudrait diffuser dans le monde. Mais comme ils me disent en souriant, ça rapporte quand même beaucoup d'argent, ça fait connaître la Turquie, donc ils n'osent pas nous tomber dessus. Une tendance qui n'est pas du goût de tous. Écoutez l'acteur Cihangir Ceyhan. Avant, il y avait des séries avec peu de scènes d'action, de violence et de jurons. Les scénarios étaient bien écrits, on les connaissait bien. Ils étaient basés sur nos traditions turques, notre sens de l'humour et de la dramaturgie. On aimait les regarder. Aujourd'hui, aucun scénariste ne travaille sur ce type de série. S'il y en a, ils ne sont pas très connus. Actuellement, nous essayons d'adapter des séries étrangères. Les villageois et les pauvres riaient avec les anciennes séries. Tout le monde pouvait comprendre le sens de l'humour, parce qu'il provenait de notre propre culture, que nous connaissons bien. Mais aujourd'hui, nous essayons de formater des séries pour l'Amérique latine ou la Corée du Sud. Qu'on soit pour ou contre, cette conquête internationale sert aussi le soft power à la turque, comme je vous le disais en introduction. Quand tu vends à des dizaines de pays à l'extérieur et que tu diffuses une certaine image de la société turque et de la Turquie, certaines séries ont inspiré des tours en ville à Istanbul sur les traces des principaux personnages d'une série qui avait particulièrement cartonné. Et il y a des tour opérateurs qui se sont spécialisés, mais ça on l'a vu à New York, on l'a vu à Paris, les séries qui marchent super bien, les touristes viennent. Ça inspire donc beaucoup de touristes qui tout d'un coup ont envie de découvrir ce pays qu'ils ont vu au petit écran. Ça diffuse donc une certaine image de la Turquie pour toutes les séries dites ottomanes qui ont lancé un peu les séries turques sur les écrans, notamment du Moyen-Orient et d'Asie centrale, où on retrace la vie un peu sublimée des grands sultans ottomans. C'est aussi une façon de diffuser l'idée de la grandeur de la Turquie, héritière de ce grand empire. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Emmanuelle Bayon. Sur le fil revient lundi. Mais avant de vous quitter, permettez-moi de vous recommander un podcast à écouter ce week-end. Il s'agit de L'IA et vous, une série de 10 épisodes qui aborde l'intelligence artificielle sous toutes ses coutures et les débats qu'elle suscite. L'AFP Audio est partenaire de sa version française et le premier épisode de L'IA et vous est sorti cette semaine. Bonne écoute!